vu la gravité de la crise, que j'appelle ici une hypercrise, ce que d'autres appellent une mutation, j'appelle aussi ça une mutation, vu l'extrême importance d'entrer dans ce que nous appelons une économie de transition, une phase de transition, dans un contexte que nous analysons, nous, comme un changement de modèle industriel radical et qui pose des problèmes absolument nouveaux, qu'aucune fois dans l'histoire de l'humanité on a rencontré, par rapport auxquels d'ailleurs l'Europe et la France en particulier sont très désarmées. Disons, si on n'arrive pas à franchir cette période de transition, il y aura une extrémisation et elle sera à droite, elle ne sera pas à gauche. Elle sera à droite parce que d'abord la gauche est décervelée, et massivement décervelée, l'extrême gauche comme la gauche la moins à gauche, si je puis dire, et d'autre part parce que l'extrême droite est portée, et je dis bien l'extrême droite, pas seulement le Front National, et pas seulement en Europe, pas seulement en France, je veux dire, l'extrême droite est portée par les effets pervers, très très pervers, de la révolution conservatrice, que jusqu'à maintenant, à notre avis, personne n'a vraiment critiqué. Cette révolution conservatrice, et d'ailleurs l'affaire Cahuzac est perçue par les électeurs du Front National, mais pas seulement par eux, et pas seulement par leurs électeurs. Moi je ne m'intéresse pas aux électeurs du Front National, je m'intéresse aux idées du Front National. Donc il y a des idées du Front National à l'UMP par exemple, mais il y en a même à gauche. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Les électeurs du Front National, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas analyser tout ça, et d'ailleurs, ça m'intéresse relativement peu. Par contre, ce que pensent les électeurs du Front National m'intéresse beaucoup. Mais, en même temps, dans le livre, Bernard Stiegler, vous considérez qu'il faut aussi s'occuper des électeurs du Front National. Vous dites même qu'il s'agit de les soigner. Tout à fait. Et vous dites même que la technique du Front National, d'où le terme de pharmacologie, c'est de désigner certains autres comme des boucs émissaires, mais vous critiquez aussi ce que vous appelez la bêtise et la lâcheté des gens de gauche, qui, eux, transforment en boucs émissaires les 10 électeurs du Front National. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on est toujours le bouc émissaire de quelqu'un, et vous dites qu'au fond, ça participe de la même bêtise. Absolument. Je cite le mot. Absolument. Et la bêtise est derrière la question dans son ensemble. Et quand je dis la bêtise, je ne suis pas en train de dire la bêtise des électeurs du Front National, ou même des militants du Front National, qui est très grande par ailleurs, mais elle est très largement partagée. J'ai dit ailleurs, la chose du monde la mieux partagée aujourd'hui, c'est la bêtise, parce que la révolution conservatrice a organisé la domination, ce que j'appelle la bêtise systémique. Alors, quand nous disions, il y a déjà 15 ou 16 mois, que Marine Le Pen risquait d'être en 2017, c'était le titre de l'article que j'avais écrit. Le vrai sujet, c'était 2017, Marine Le Pen sera-t-elle au deuxième tour et peut-être élue. Ça signifiait que nous considérons que nous avons affaire à une tendance là qui est très profonde, mais qui c'est là où ça ne se concerne pas que le Front National. C'est l'extrême droitisation de la société. J'ai repris cette problématique dans ce livre, je commence comme cela, en soulignant ce qui, je trouve, a été très très peu remarqué, que 5 jours avant l'élection de François Hollande, 37% des Français se déclarent partager les idées du Front National. Bien évidemment, il n'y a pas 37% d'électeurs de Mme Le Pen. Donc le problème, moi, qui m'importe, ce n'est pas les électeurs. Ça, c'est une question électoraliste pour moi. Ce qui m'importe, c'est les idées. Et ces idées-là, eh bien, je pense qu'elles sont au-dessus de 40% aujourd'hui, même certainement, peut-être encore beaucoup plus que cela. En tout cas, au moment où Hollande est élu, l'extrême droite est majoritaire. Majoritaire relativement, mais majoritaire. Très devant l'UMP, le PS, l'extrême gauche. Et ça, je pense, ça doit faire l'objet d'analyses très approfondies. Alors, notre point de vue à nous, qui essayons d'aborder ces questions à la fois politiquement et économiquement, sans pratiquer un économisme réductionniste, car ce que nous disons, en effet, comme vous l'avez souligné, c'est que, alors, parce que nous nous intéressons beaucoup au malaise du Front National en tant que tel en France. Et nous disons que c'est une souffrance de l'attention. Les gens qui souffrent au Front National de frustration qui les amène à partager cette idée-là, c'est des gens qui se sentent ne plus faire l'objet d'aucune attention et dont on se contrefout de la manière dont on va leur donner une capacité à développer des processus attentionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, en fait, c'est bien connu, surtout des économistes du XXe siècle, le capitalisme consumériste en particulier, c'est une économie de l'attention. Et cette économie de l'attention, eh bien, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Elle consiste à capter l'attention et à la détruire. Typiquement, Patrick Lelay, l'énoncier archi connu maintenant
du temps de cerveau disponible. C'était l'ancien patron de TF1 qui disait que son boulot, c'était de vendre à des annonceurs, donc à Coca-Cola, mettons, du temps de cerveau disponible de ses téléspectateurs. Voilà. Et le problème, c'est que cette vente de temps de cerveau disponible détruit la capacité attentionnelle. L'attention, c'est quelque chose qui se construit, qui se bâtit à travers l'éducation. L'éducation par la famille, par toutes les structures que décrit très très bien Emmanuel Todd d'ailleurs. Et cette construction attentionnelle, elle a été abandonnée. Alors d'abord, elle a été menacée au début du consumérisme il y a pratiquement un siècle, mais à partir de la révolution conservatrice, elle a été littéralement abandonnée. Parce que la révolution conservatrice dit la seule chose qui compte, c'est le marché, donc il n'y a plus besoin de structure publique, de sphère publique. Or, cette sphère publique, c'est elle qui prend en charge cette construction de l'attention. Donc ce que nous disons, nous, c'est que tant qu'il n'y aura pas à gauche, d'abord une critique très radicale de la révolution conservatrice, et donc de la gauche, qui a pour une large part repris les énoncés de la révolution conservatrice en les gauchisant, si je puis dire. Et d'autre part, la construction d'un nouveau projet qui concerne la capacité d'une puissance publique à donner de la visibilité sur l'avenir, c'est-à-dire à s'engager dans la troisième mutation industrielle, eh bien le Front National progressera, inévitablement. Et pour le moment, il n'y a pas cette perspective que nous essayons en revanche, nous, d'apporter dans ce livre notamment. Et je pense que ce qui fait monter le Front National avant tout, et l'extrême droite plus généralement, c'est le cynisme généralisé, celui de Cahuzac, comme celui qui ne croit plus du tout dans son prof, ou le prof qui ne croit plus dans son élève, etc., etc. Il y a j'avais appelé ça il y a longtemps, une mécréance qui se développe, qui engendre un discrédit. Bon. Et ça, c'était un bouquin que j'ai écrit il y a 10 ans. Et ce processus-là, il est lié à des mécanismes industriels. Donc, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, il n'y aura pas de miracle, malheureusement, quant à l'effondrement de la progression du Front National. Vous avez dit tout à l'heure, ça je vous crois tout à fait, que depuis 88, il n'a progressé que de 2%. Mais ça, c'est très abstrait de dire les choses ainsi. Puisque vous parliez des bobos... Pour les types du Front National qui n'arrivent pas à se faire élire, non, mais ça, je m'en moque de ces gens-là. Moi, ce qui m'importe, c'est... Je connais des gens qui sont de vrais bobos, alors là, pour le coup, qui habitent le cœur de Paris, où j'ai habité pendant un certain temps, que j'ai connus, qui sont agrégés de philo, etc., et qui sont devenus islamophobes. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment progressent des idées réactionnaires, on les appelait autrefois. C'est-à-dire des tentations régressives. Pourquoi ces processus régressifs se développent-ils? Eh bien, c'est parce qu'il y a des processus de transformation qui se développent, avec le numérique, par exemple, avec de très grandes transformations géoéconomiques, etc., et qu'on a l'impression qu'on n'y peut plus rien, et qu'on ne peut que le subir. Or, il y a quelque chose qui est très connu en psychologie, c'est quand vous subissez quelque chose, vous souffrez de quelque chose, et que vous ne savez pas expliquer pourquoi vous souffrez, vous en prenez à votre voisin. C'est mécanique. Ça fonctionne irréductiblement comme cela. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on analyse ces grands processus-là? Est-ce qu'on est capable de les analyser d'abord? Et si on est capable de les analyser, est-ce qu'on est capable d'en dessiner des alternatives? Bon, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a eu un désinvestissement de la question idéologique, de la critique de l'idéologie, comme on l'appelait dans les années 60. Bon. Un désinvestissement qui est en fait lié à un échec de cette critique, un échec patent, et à un problème de fond, alors là, qui touche carrément à la philosophie de Marx. Vous savez bien que Louis Althusser a décrété que l'idéologie allemande était un texte mineur, que ce n'était pas le vrai Marx qui était en jeu là, et moi je pense exactement le contraire. Je pense que là où Marx est très très important, c'est dans l'idéologie allemande qui annonce qu'il va être traité dans ce texte qui s'appelle Les fondements de la critique de l'économie politique, qui s'appelle en allemand Grundrisse. Alors, ça c'est le noyau du problème, et ça renvoie à la question de la technique. Mais je voudrais répondre un peu à Emmanuel Todd sur la technique. Moi je ne dis pas du tout que c'est la question en question, que ce qui est en question c'est la technique. Ce que je dis c'est que l'homme, c'est comme disait Georges Canguilhem, la forme technique de la vie. C'est-à-dire qu'un être humain, une société humaine, c'est traversé par des processus techniques, et ces techniques évoluent. Aujourd'hui, elles évoluent à peu près 10 000 fois plus vite qu'au Moyen-Âge, qui elle-même déjà évolué à peu près 10 000 fois plus vite qu'à l'époque préhistorique, puisque si on reprend le chopper, qu'est-ce que c'est que le chopper? Ça dure 1 million d'années, c'est-à-dire en 1 million d'années, on a un objet technique qui quasiment n'évolue pas, et au fil des évolutions, c'est pour ça que je citais le roi Gourmand tout à l'heure, on a une accélération extraordinaire de cela. Moi, je ne suis pas du tout un déterministe, en aucun cas. Marx ne l'était d'ailleurs pas non plus sur ces questions-là, contrairement à ce qu'on dit, en tout cas pas dans l'idéologie allemande. Par contre, ce que je dis, c'est que tous les phénomènes humains, y compris la reproduction humaine, donc la démographie, sont surdéterminés par des processus techniques ou conditionnés, je préfère dire conditionnés.
En 1995 ou 16, si je me souviens bien, Viviane Forester a publié un livre qui s'appelle « L'horreur économique ». Personnellement, j'ai trouvé ce livre remarquable. Pas tellement parce qu'on a été retenu, parce qu'on a retenu la dénonciation, etc., qui parfois pouvait même, paraître rhétorique, mais je ne crois pas que ça l'était. Mais ce qui m'a importé, c'est 3 ou 4 pages où Viviane Forester dit, en fait, le capitalisme, qui était extrêmement pragmatique, qui ne théorise pas, s'est emparé d'un processus que la gauche est totalement incapable de penser, qui s'appelle la cybernétique. Et il faut relire ces pages aujourd'hui parce que c'est vraiment lumineux. Et ce qu'elle est en train de décrire, c'est la manière dont la révolution conservatrice s'est emparée d'un processus de modernité et de progrès technologique. La gauche, en France en particulier, vient des Lumières, à travers la Révolution française. Le mot gauche et droite vient de la Révolution française. Et qu'est-ce que ça a été que ce discours-là, de la gauche? C'était un discours de progrès, qu'on appelle le progressisme au XXe siècle, et le progrès au XIXe siècle. Ce discours accompagnait de manière fondamentale, agençait de manière fondamentale l'avancée des sciences, l'avancée des techniques corrélatives aux sciences, l'avancée du progrès social, c'est-à-dire de la justice sociale, de l'éducation, etc. Au tournant des années 70-80, la révolution conservatrice est arrivée et a liquidé tout cela. Comme tout le monde le sait, en disant le problème, c'est l'État qui n'est pas la solution, enfin le gouvernement, dit Reagan, et il n'y a pas d'alternative. La gauche n'a jamais répondu à ça. Et là, quand je dis la gauche, je ne parle pas de François Hollande ou du Parti communiste ou je ne sais pas quoi, je parle des intellectuels de gauche. Il n'y a pas eu de prise en charge de ce qui s'est passé là. Il n'y a pas eu de critique parce que ça s'est passé à peu près au moment où le marxisme était en train de s'effondrer, etc. Et il y a eu une désertion de ces questions par pratiquement tous les grands intellectuels, moi compris. Enfin, je ne me mets pas parmi les grands intellectuels, mais je veux dire, en tant qu'intellectuel, j'ai aussi déserté ça, parce qu'il y avait une espèce de sidération par rapport à un phénomène qui se développait et dont on voit les conséquences maintenant. Je voudrais rappeler que, on ne le dit pas suffisamment, quand est-ce qu'est apparu Jean-Marie Le Pen en tant que Front National? Dans les années 70. 78. Création du Front National. C'est 72 la création du Front National. Pardon. Mais il commence à apparaître sur la scène politique en 78 et il perce, comme tout le monde le sait, en 83 à Dreux et en 84 aux Européennes. Je rappelle qu'en 81, il n'a pas ses 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, pour dire d'où on vient quand même. Eh bien, Le Pen se présente comme le Reagan français, c'est-à-dire qu'il prétend incarner la révolution conservatrice. Aujourd'hui, Madame Le Pen, ou Mademoiselle Le Pen, je ne sais pas comment on l'appelle, elle veut rompre avec tout cela. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle veut rompre avec tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, la révolution conservatrice, tous les Français en souffrent et reconnaissent cette souffrance. Or, qu'est-ce qu'ils attendent de la gauche? Une critique radicale de la révolution conservatrice, c'est-à-dire de l'ultralibéralisme. Et qu'est-ce qu'ils constatent? C'est qu'il n'y en a pas. Et donc, ils se tournent vers le Front National, et pas simplement les électeurs du Front National, parce que je suis convaincu qu'il y a plus de 40% des gens qui partagent l'idée, qui ne voteront pas pour le Front National parce qu'ils pensent que ce n'est pas sérieux politiquement, mais qui diront néanmoins que ça correspond à ce qu'ils pensent. Et donc, si on ne prend pas ça en charge de manière absolument résolue et sans se voiler la face, il faut arrêter de faire de la dénégation, parce que c'est ça qui rend les gens fous. D'entendre dire que tout va bien, Madame la Marquise, à longueur de journée, alors que tout se casse la gueule, les gens ne le supportent plus. Où sont ces alternatives? Eh bien, dans le fait qu'il y a eu une première époque industrielle qui a été le 19e siècle, avec laquelle les États-Unis ont rompu au début du XXe siècle, dans un contexte de crise d'ailleurs qui s'est engendré aussi dans un contexte extrêmement douloureux qui a conduit d'ailleurs à une époque de fascisme. Et nous vivons maintenant une période de ce type-là où le keynésianisme, ça n'est plus la question. Ça n'est plus la question, parce que le keynésianisme, c'est quelque chose qui s'articule avec le fordisme, dans une espèce de compromis entre Ford, qui est un ultralibéral, mais son système ne fonctionne pas dans un système purement ultralibéral, et Keynes et Roosevelt qui, dans un contexte critique qui survient après 4 ans après une très grosse crise financière, qui finalement crée un système qui va effectivement lancer le consumérisme au sens fort, qui va lui-même migrer en Europe. Marketing. Non, en fait, et qui repose sur le marketing. avait commencé aux États-Unis dans les années 20. Hein. Non, mais c'est ce que je dis. Oui, c'est c'est ce que ça. je dis. Vous êtes d'accord. Non, mais c'est ce que je dis. J'ai écrit de nombreux livres sur le sujet et je connais assez bien ce sujet-là. Mais ce que je veux dire, c'est que Là où vous n'êtes pas d'accord, si je vous comprends
comprend bien, c'est que Bernard Stiegler dit que ce n'est pas l'absence de consommation ou de redistribution qui est le problème, c'est la consommation elle-même. Et il faut changer de système. C'est-à-dire que, par exemple, quand François Hollande dit qu'il faut retourner à la croissance, je crois qu'il se trompe gravement. Parce que le modèle de la croissance, c'est un modèle. Le mot croissance même, tel qu'on l'utilise avec des indicateurs de croissance, etc., il était fabriqué à l'époque de Roosevelt. Et ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera plus jamais. Plus jamais. Et ce qu'attendent les gens qui votent pour le Front National, pour le Front de gauche, ou pour François Hollande, ou pour Sarkozy, ou je ne sais qui, ce qu'ils attendent, c'est, ils le savent ce que je suis en train de vous dire, ils le savent très bien. Ils font de la dénégation par rapport à ça, parce que ça les angoisse, comme vous et moi, mais ils le savent profondément. Tout le monde sait que le système ne peut plus repartir sur ces bases-là. Et donc ils attendent des perspectives. Et ce qu'ils voient, c'est que l'Europe ne produit aucune perspective. Les États-Unis en produisent. Pas des bonnes, à mon avis. Là-dessus, on est d'accord. Pas des bonnes. La Chine en produit. Pas des bonnes non plus. Non, là, on n'est pas d'accord. Si elle en produit, parce que je peux vous dire qu'en Chine, il y a des gens qui construisent des scénarios. On construit surtout des ponts. Non, détrompez-vous. Je suis allé, moi, en Chine pour tenir ce discours en disant aux Chinois qui m'avaient invité, vous n'avez pas compris. C'est la philosophie pro-chinoise. Non, mais je ne suis pas du tout là-dedans, moi. Vous savez, pas du tout, du tout. Non, il ne faut pas ironiser comme ça. Oh, si. Non, c'est pas au niveau du débat. C'est trop facile. Non, mais ce que vous dites, c'est que, selon vous, par exemple, pour prendre l'exemple de la Chine, c'est qu'il ne s'agirait pas d'un retard de croissance ou d'un rattrapage de croissance. Il faut passer à autre chose. Vous dites qu'il s'agit d'un nouveau modèle. D'une nouvelle politique industrielle, d'un nouveau modèle industriel. Ça, ils le savent. Il n'est pas bon dans la manière dont ils le conçoivent, mais le problème, pas de savoir s'il est bon ou s'il n'est pas bon, le problème est que nous n'en avons pas. Quand je dis nous, je ne parle pas des Français, mais les Européens.